à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse. Pour bien commencer, on est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont Mehdi pour la feuille de match. Comment ça va, Mehdi? Ça va et toi, Vincent? Ça va, super. Ta voix plus suave que Camille fait plaisir à entendre. Je le redis à chaque fois qu'il n'est pas là, mais ça fait plaisir quand il n'est pas là, Camille. Enfin, ça, il apprend pas la leçon, parce qu'à chaque fois, il réécoute pas les émissions, donc il progresse pas. Il nous a fait une émission quand même la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté, assez magnifique, entre les retours d'antenne, etc., qui n'étaient pas bons. C'était de la vraie feuille de match, quoi, tout simplement. Ça fait plaisir, de la vraie radio, fait par des vrais animateurs. Et payé grassement. Il n'y a que lui qui prend alors, parce que nous, on n'a toujours pas vu la couleur des billets. On a aussi les 2 membres de la DIST avec nous, avec Yves. Comment ça va, Yves? Ça va plutôt pas mal. Et Mike, comment ça va? Ça va, ça fait longtemps. Ça fait un petit moment, je pense que ça peut se prolonger parce qu'on allait me dégager du groupe, donc j'étais obligé de prolonger. Non, écoute, on t'a re-signé pour la saison. Ouais. On retrouve aussi à tes côtés notre invité supporter, Thomas. Comment ça va? Ça va nickel, ouais. Content d'être ici, merci pour l'invitation. Alors on peut te suivre sur Twitter, t'es pas mal actif sur la communauté TFC. C'est quoi ton compte? C'est Morax31 et j'ai ouvert il n'y a pas longtemps un compte dédié aux supporters pour les spaces Twitter, ça s'appelle Allez les Pitchouns. Donc voilà, je fais ma pub. S'il y en a qui veulent suivre et qui veulent participer au débat, c'est tous les samedis après les matchs. Vous êtes les bienvenus. T'aurais pas dû, Camille va t'envoyer sa facture. Hein. Non, mais ça se règle quand même hors antenne. On en reparlera plus tard. Mathis, à la technique, comment ça va? Nickel, hein. Maintenant ça fait 3 fois d'affilée que je suis là. Est-ce que je suis titulaire ou pas? Ouais, t'es titulaire, mais si tu es titulaire, faut que tu balances ta pub toi aussi. T'as de la pub, t'as une actu radio? Bien évidemment. Du coup, on en a un peu parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient déjà là. J'ai sorti une émission de cinéma, La Guerre des écrans, où on parle de ciné-série. Et on a sorti une émission sur un petit film, je sais pas si vous avez entendu parler de Kaamelott, un petit truc pas très connu. Je connais pas. Et donc voilà, on a sorti une émission, donc je vous invite à l'écouter sur notre Spotify. Et merci de me laisser faire ma promo. Avec plaisir, hein. Pareil, on t'enverra la facture à la fin de l'émission. Je dois tellement de dettes à Camille que ça me dérange pas. Allez, on va enchaîner avec le programme de ce soir. On a quand même pas mal d'actualités. On va faire le point sur l'actu du TFC, le point mercato. Il y a eu pas mal de choses. On en reparlera avec le survol de Messi qui a failli atterrir à Toulouse et Bénin. On reviendra surtout sur le match Pau TFC avec le déplacement qui a été un peu compliqué. On aura surtout un retour de l'intérieur avec Mike puisqu'il y était et il a survécu. On passera aussi à la présentation du match TFC Bastia au Stadium ce samedi. On fera le débat qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière autour du schéma tactique du TFC avec Montagnier. Ils sont 3-4-3 et on terminera avec l'interview supporter de Thomas. Donc voilà, vous pouvez aussi réagir en direct sur Twitter avec l'hashtag FDM Toulouse, sur notre page FDM Foot, sur la vidéo Facebook en commentaire et par message privé sur notre compte Instagram, la feuille de match. Message privé pour Vincent, oui, vous pouvez y aller. Je sais qu'il reçoit quelques petits messages coquins depuis le début de l'émission, ça lui fait toujours plaisir, donc allez-y, n'hésitez pas. Alors un peu trop de nude, mais... Oui, alors si tu peux éviter pendant que mes femmes écoutent, s'il te plaît, voilà. On va passer à la première rubrique et avant, jingle s'il te plaît Mathis. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Maga de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez, on va commencer le tour avec quelques petites actualités chaudes pour le TFC. Un petit point sur les abonnements. Donc le TFC a communiqué récemment pour dire que les cartes abonnés étaient disponibles à partir de jeudi et vendredi à l'entrée du stadium. Ils font un point accueil de 8h à 20h30. Il y a des plages qui sont sur rendez-vous, d'autres plages qui sont sans rendez-vous, donc vous pouvez y aller librement. Entre 8 et 10 avec rendez-vous et 18 et 20 si je dis pas de voilà, bêtises. c'est quelque chose comme ça. Vous avez toutes les infos sur le site du TFC. Et sinon, samedi avant le match, de 10h à 15h directement au stadium pour récupérer vos abonnements. Une petite actu aussi de la réserve du TFC qui a fait match nul samedi matin, un partout contre le voisin de Balma. Le buteur côté toulousain, c'est Paul Bonneau. À noter pour les pros qui étaient titulaires, on avait Sana, Sidibé, Rest, Cerber et Kassongo. Aussi la présence des milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais, Nassim Banissa, qui était à l'essai. Donc on verra ce que ça donne. La reprise du championnat est prévue pour le dernier week-end d'août.
D'ailleurs, en parlant de joueurs professionnels qui étaient titulaires, on avait donc le gardien Guillaume Rest qui sera nouveau professionnel, qui est convoqué pour un stage avec l'équipe de France U17 pour affronter l'Espagne les 18 et 21 août avec le défenseur Ilyes Sarraj. On fera d'ailleurs sûrement une émission avant la fin de l'été sur les équipes de jeunes et sur l'équipe réserve du TFC pour faire un petit peu le point sur les équipes. Je pense que si quelqu'un veut réagir, sinon on peut passer directement au mercato qui va être le sujet brûlant de. Ouais, je pense que tu peux passer là-dessus. Les jeunes, on en fera une émission un peu plus tard. Ouais. On commence par la première arrivée, enfin la seule arrivée finalement de la semaine. Avec Yanis Begraoui, comme tu l'as écrit. Begraoui, pardon, attaquant qui est en fin de contrat Auxerre. Il a 20 ans, 2 buts en 19 matchs l'année passée. Il a plutôt une bonne réputation internationale U20. Il peut jouer en pointe et sur les côtés, il est assez mobile. Son idole, son profil pour lui c'est Benzema. Messieurs, pour commencer, est-ce que c'est une bonne recrue ? Déjà il est humble, c'est bien. Après il a parlé d'idole, il n'a pas forcément parlé... il a dit qu'on comparait beaucoup à Benzema. Dans le style de jeu, oui, bien entendu. Ouais. Dans le style de jeu, oui. Je l'avais vu quelques fois avec Auxerre, j'ai pas trouvé ça flamboyant, mais après, bon, il est jeune. Moi, je trouve honnêtement que c'est quand même une bonne recrue, surtout libre. C'est un des meilleurs jeunes de sa génération. Il est très technique. Il a une grosse marge de progression. Donc voilà, quand on sait que Antiste veut partir, et ça a été encore annoncé hier sur les Violets, je pense qu'il pourrait faire un bon remplaçant. Après, oui, il faudrait qu'il garde la tête sur les épaules, parce que bon, j'ai vu son interview, il aime bien Benzema, mais... Non, dans son interview, il dit qu'on le compare à Benzema, donc c'est même pas lui qui se compare à Benzema, c'est ce que les gens lui disent. Donc à partir de là, il n'a pas affirmé qu'il avait le niveau de Benzema non plus. Faut faire attention. Enfin, ma mère me compare à Brad Pitt, c'est pas ça. Hein. Faut faire attention à ce qui sort des trucs. Non, mais pour revenir à Yacine Begraoui, moi c'est quelqu'un un gamin dont j'avais entendu parler il y a un petit moment, que j'ai pas forcément vu jouer beaucoup, mais qui a toujours été très coté dans les équipes de France de jeunes, dans les catégories de jeunes, qu'on attendait même peut-être à sortir un petit peu plus vite à Auxerre. Ça n'a pas été le cas avec Furlan, qui lui en demande un petit peu plus, mais franchement je suis très étonné qu'il soit resté libre et qu'on arrive à le choper tout simplement, à l'attraper de cette manière-là, et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, ce genre de recrutement là sur des jeunes joueurs, parce que ça me semble vraiment très intéressant pour remplacer les départs de nos pitchouns. On verra bien ce que ça donne, et après sur le caractère, moi après quand on l'a vu, je l'ai trouvé plus détendu qu'avec le melon, quoi. Voilà, je pense qu'il le sait, qu'il a 2-3 qualités, mais bon, il a pas l'air, le premier sentiment que j'ai eu, c'est que ça a l'air d'être un mec correct, quoi. Pour vous, c'est le recrue qu'il faut avoir devant, c'est bon, le mercato est complet ou pas forcément ? Il va falloir remplacer Amin Adli. De toute façon, il va y en avoir un forcément qui va... Enfin, forcément, je sais pas. Mais à mon avis, il en faudrait un. Il en faudrait un avec un grognou, un vrai taulier, quoi. En gros, il vient remplacer Bayo numériquement. Donc ça veut dire que si tu as d'autres départs, il te faut d'autres personnes pour compléter derrière, parce que tu vas te retrouver sinon avec qui devant, sachant qu'en plus, a priori, Ngoumou n'est pas sûr de rester non plus vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc voilà, à voir comment ça va s'orienter. Ouais. Mais il attend un retour du club, il veut rester. Mais... Oui, mais même s'il y a 2 départs, on peut imaginer les départs d'Adli et probablement aussi celui d'Antiste, avec celui de Bayo aussi qui n'est pas revenu. Il n'y a qu'une recrue pour l'instant, c'est Begraoui. Il en faut au moins un de plus, puisqu'on sait que par exemple Bangré aura peut-être un peu plus de temps de jeu, et puis surtout Nathan Skita, qui a été recruté en janvier, qui jouait pas du tout l'an dernier, qui aura un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, il y a 3 départs, il faut au moins 2 arrivées, quoi. Et je vais rebondir sur ce que disait Mike. Tu dis que Ngoumou il veut rester. Ngoumou il a une proposition, donc s'il veut rester, il a qu'à la signer. Donc s'il l'a pas signé, il veut pas tant rester que ça. Donc voilà. Ouais, mais il a une première proposition qui était supérieure à la deuxième, enfin une nouvelle proposition qu'on lui a fait, une proposition indécente qui est la même chose que pour Rouault. Alors, c'est quoi une proposition indécente dans la situation actuelle du foot français et des clubs français qui l'ont tous dit clairement qu'ils n'avaient pas les moyens. Inférieur en tout cas à la proposition qui a été faite à notre cher ami qui a été recruté récemment.
On peut enchaîner sur. Tu peux enchaîner sur tous les jeunes avec qui on va pouvoir enchaîner là-dessus, t'inquiète pas. Non, sur l'affaire de la semaine avec l'arrivée donc de la non-arrivée du Finlandais Rick Ketting. Non, du Néerlandais. Pardon, excusez-moi. Qui joue en Finlande du côté de l'Inter Turku. Il devait signer, il est arrivé, il a fait sa visite médicale, puis il est reparti. Donc. Ça vous surprend on parlait d'Iran Dust un peu situation similaire. Sauf qu'on sait pas. Non, mais après on sait pas si c'est vraiment la visite médicale ou pas. Il semble que ça serait ça, mais on sait pas vraiment. Voilà. Après, je vous avoue que moi je suis pas forcément très déçu de pas le voir arriver. Moi non plus. Puis si c'est pour les mêmes raisons que Iran Dust. Il s'est fait opérer direct sur un truc lourd. Donc si c'est pour les mêmes raisons, le club a raison. Ouais, non, mais voilà. Donc, écoutez, je pense qu'ils avaient d'autres noms en tête et j'espère que ça va vite arriver par contre parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin et il y a besoin d'un vrai taulier là. Surtout si on repasse à 4 ce week-end, on en reparlera après. Ouais. Thomas, tu veux réagir ? Ouais, alors moi au début, j'étais pas vraiment emballé par le profil. J'avais ouï dire sur Nordisk Foot qu'il avait pas l'air très bon, il était un peu bourrin. On a fait une émission d'après-match contre Pau avec Alele Pichoun et on a eu Vincent qui est un spécialiste des data et il nous a dit qu'il était très très intéressant. Alors c'est loin d'être la meilleure défense du championnat, l'Inter Turku, sauf qu'il n'est pas vraiment bien entouré. Donc apparemment il présentait de bonnes qualités, donc je suis un peu déçu, mais il va falloir rapidement recruter en défense je pense, parce que pour l'instant Diarra, Rouault et Gabrielsen qui certainement va partir, ça tient la route. Mais contre les Auxerre et les plus gros clubs, je ne sais pas. Alors Rouault, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que c'est notre meilleur défenseur actuellement. Enfin, en tout cas, celui qui a le plus de potentiel. Diarra. Oui, c'est celui qui a le plus de potentiel. Voilà. Le meilleur actuellement, ça. On l'a vu la saison dernière. On en discutera. Mais Diarra, je ne sais pas si c'est une fiabilité pour toute la saison en tout cas. Oui, pardon Vincent, excusez-moi, il me parlait, il me montrait ce qu'on enchaîne avec ça, mais oui, tu peux parler sur de ça, puisqu'il y a urgence à recruter à ce poste-là, c'est ce qu'on était en train de dire, avec ce que Montagnier a dit, qu'il était obligé de bricoler, avec en plus la blessure de Isiaga Silla à gauche, qui fait décaler Tom Bratnouille, qui quand même semble assez léger encore, voire très léger pour jouer à ce niveau-là. Des kilomètres, il en avale, mais bon, on le voit. Voilà, il dépanne quoi. Il dépanne, on le voit, il dépanne et voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il y a quand même urgence à recruter, que ce soit côté gauche ou même en défense centrale, qui dépend ou pas de Gabrielsen d'ailleurs. Tu passes de Machado à Rapnouille, t'intérêt à te nouiller la nuque quand même. Hein. Non mais non mais ça c'est sûr. Quand on voit encore, Machado, il a matché déjà avec le niveau Ligue 1, on l'a vu déjà sur la première journée là. Avec je regarde pas, la blessure est trop. C'est trop dur pour toi. C'est trop. Ouais, je regarderai plus tard. Non mais on n'aura pas un mec comme Machado, ça a été un peu un ovni, on ne sait pas trop comment il est arrivé. Si, il a été bien scouté par Comoli et par les data, etc. Mais il faut pas se leurrer, on n'aura peut-être pas un deuxième Machado, mais au moins un joueur correct. Il y a quelqu'un qui me fait envie, c'est celui qui joue de l'autre côté, qu'on a recruté, c'est Dessler, qui a l'air d'être un mec régulier. S'ils ont fait Machado et Dessler, ils peuvent très bien trouver un troisième, parce qu'il est intéressant Dessler quand même. Oui, après c'est pas la même chose que Machado. Non, c'est pas du tout le même profil, mais il affiche quand même quelques. Mais il va falloir trouver quelqu'un. Alors est-ce que ça bloque au niveau, justement parce qu'il n'y a pas de départ et parce qu'on n'a pas les sous, ça j'en sais rien du tout, mais il va falloir que ça arrive quoi. Parce que pour l'instant, ça se sort bien. Mais... Après, est-ce qu'on peut, je pense qu'on peut les croire dans la direction quand ils disent qu'ils ont des pistes et que c'est en train d'évoluer. Mais je pense même qu'ils savent qui c'est qu'ils veulent prendre, mais moi je pense qu'au niveau financier, pour l'instant, ça bloque. Voilà, il manque encore des départs et il faut peut-être faire rentrer des sous avant d'acheter. C'est le sentiment qu'on a en tout cas. C'est comme partout, les joueurs n'ont pas encore intégré que le marché avait vachement évolué et que les salaires auxquels ils pouvaient prétendre encore l'année dernière ne sont absolument plus les mêmes et qui sont absolument plus en adéquation. Et les mecs veulent pas baisser leur salaire, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans contrat et qui refusent de signer parce qu'ils considèrent qu'on ne leur donne pas assez. Sauf que tous les clubs sont dans le même cas. On le voit avec la Liga où tous les clubs sont obligés de dégraisser avec leurs règles des 70% de masse salariale. Voilà, donc tout le monde est sur le même point, sauf que forcément, quand c'est sur ton salaire qu'on te demande de faire des sacrifices, voilà. La bulle financière du football a explosé une première fois et a pris une claque dans la gueule. Maintenant, les mecs, il va falloir qu'ils se remettent en question et qu'ils le comprennent. Sinon, ils prolongeront pas, mais c'est pas parce qu'ils prolongeront pas qu'ils auront des salaires conséquents dans les clubs où ils vont aller par la suite. Et tu crois pas qu'on a aussi encore cette aura de bon payeur au TFC ?
Parce qu'on a quand même toujours bien rincé les joueurs. Surtout sur les dernières années où on s'est trompé et on a donné des hauts salaires à des joueurs qui le méritaient pas forcément. Alors qu'ils le méritaient pas forcément, qui sur le papier semblaient le mériter. Par exemple, un Wesley Saïd, où tu es obligé pour aller le chercher de faire cet effort-là et après ça marche pas. Mais ça, dans tous les clubs, il y en a des mecs qui sont payés, surpayés, ça a toujours été. Et de tout temps, c'est pas nouveau. Mais disons qu'il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui, il y en a toujours eu, mais on en avait beaucoup dans l'effectif. Il y a eu beaucoup d'erreurs en même temps et c'est ce qui a provoqué les soucis financiers. Non, le problème à Toulouse, c'est qu'on descend de Ligue 1 et que les mecs n'ont pas intégré que les salaires de Ligue 2 ne sont pas les salaires de Ligue 1. Et que comme ils connaissaient les salaires de Ligue 1 et qu'ils ont signé pour la plupart pro en été en Ligue 1, bah, ils croient que les salaires vont rester alignés sur ceux de la Ligue 1. Or, si tu prends les barèmes, ne serait-ce que les barèmes, encadré par la convention collective des footballeurs, voilà, j'ai trouvé mes termes, bah, tu te rends compte qu'il y a un fossé d'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On va pouvoir, je pense, enchaîner justement en parlant de salaire de joueurs sur Démerde-toi, c'est ton métier. On va donc enchaîner sur Adli. Il y a donc une rumeur qui est revenue, comme un peu chaque semaine, avec un nouveau club. Là, ce coup-ci, ça serait le Bayern, pour une somme qui était sortie autour de 10 millions, si je ne me trompe pas. Et on a surtout la sortie aujourd'hui de Comolli, qui a annoncé que tant qu'Adli ne partirait pas, il ne jouerait plus avec le TFC, en substance. Ce qui est sorti donc dans la dépêche en début d'après-midi, il me semble. Ouais, une interview assez cash. Vous la comprenez cette décision et surtout la manière dont ça a été dit? Mais les chiffres, 12 et 10, ça vous semble crédible? Alors il y a plusieurs choses. C'est que je pense que ces derniers temps, on a avec Comolli, on en parlera, mais on a beaucoup son son de cloche à lui, mais on n'a jamais celui des autres. Et moi, j'arrive jamais à savoir maintenant. Je commence à douter. Peut-être que je me trompe complètement, mais je commence à douter de tout ce qu'il nous dit. Et par exemple, quand il finit dans cette interview-là, donc il parle notamment des 12 millions, comme quoi c'est un club du top 5 européen qu'Adli a refusé. Bon, ça, à la limite, ça, moi, je sais pas du tout. Là où moi, j'ai un peu de mal, c'est quand il dit à la fin qu'il fait une saison blanche à Amin Adli, par exemple avec le TFC qui reste et qui retrouvera pas de club. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal il n'a pas dit qu'il retrouverait pas de club, il a dit qu'il retrouverait pas de club du niveau de ceux qui sont sur lui actuellement. Et si effectivement il y a un club du top 5 européen et un du top 15, si tu fais une saison blanche, c'est absolument sûr que tu n'auras plus des clubs de ce calibre-là sur toi. Écoute, on a l'exemple Todibo. L'exemple Todibo qui est parti au Barça, qui n'a pas joué, et aujourd'hui il en est où quoi? Il a flingué sa carrière. Ça sûrement, mais par exemple Adil Taoui, moi c'est ce que je te donnais un exemple juste avant l'émission. Je sais pas la saison qu'il fera. En attendant, il a réussi son essai à Bastia, il a été repris à Bastia alors qu'il avait 0 match de Ligue 1. Enfin, il avait une rentrée. À Bastia, promu en Ligue 2, qui a pas de pognon pour recruter, qui est donc obligé de tenter des paris qui coûtent rien. Oui, mais à 0 match en club pro, il a retrouvé un club. Zinedine Machache, on sait comment ça s'est fini. Même s'il joue pas forcément beaucoup, il a été prêté dans des clubs, etc. Il a retrouvé un club à Naples. Je te parle pas de performance sportive, je te parle de retrouver un club même de très bon niveau. Et je pense qu'Amin Adli, juste avec la saison qu'il a fait, il y a des gens qui vont s'emballer complètement et qui vont vouloir le recruter, et même dans des clubs de 10, top 10, top 15, top 20 européens. Sauf qu'avec une saison blanche, quand tu as 20 ans, tu perds toute ta progression, tu casses ta progression et tu flingues ta carrière. Mais ça on le verra à long terme. Mais moi je suis persuadé qu'il on a l'exemple avec tous les joueurs qui sont passés par ce cas-là et qui ont voulu aller au clash. Après, au bout d'un moment, voilà. Après, s'il y a, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais enfin, jusqu'à présent, tout ce qu'on a eu droit par Comolli, on l'a vérifié. Ça s'est vérifié derrière. Quand il nous a dit pour l'entraîneur que personne ne l'avait vu venir, Montagnier, personne ne l'avait sorti. Même si les autres disent que non, c'est pas vrai, c'était pas lui, on était sur autre chose, naninana. Mais il y a beaucoup d'insiders et de gens super bien renseignés sur tout et sur des trucs très précis. Et ça fait plusieurs fois qu'on a des démentis de clubs qui se vérifient. Donc il faut se méfier aussi de toutes les infos aujourd'hui. Après, avec les gens bien informés par le cousin de la cousine de l'agent du joueur qui connaît la femme de ménage en fait du joueur. Il nous a aussi dit qu'il attendait pas la décision pour Bordeaux. Ça c'est un peu, ça n'a pas bougé à partir du moment. C'est Nacom aussi. Il peut avoir deux côtés. Il vaut mieux qu'ils le disent pas. Il t'a dit aussi qu'ils avaient bougé avant et qu'ils ont essuyé des refus.
Donc que les mecs refusent de venir, etc., c'est tout à fait possible. Écoute, moi, je vais pas croire tout ce que dit Comoli, mais effectivement, c'est arrêté, on doute un petit peu plus. Et par exemple aussi, il y a une chose, moi, c'est qu'il dit qu'il défend totalement les intérêts du club. Alors je sais qu'avec Yves, on n'est pas d'accord, on en a déjà discuté, en ne faisant pas jouer Amin Adli. Et effectivement, il y a un risque de blessure. Il y a 2 matchs à jouer, mais si Amin Adli, pour moi, je le dis encore une fois, c'est pour moi, à l'état d'esprit pour jouer et à le niveau pour jouer, et si Montagnier considère qu'il a le niveau pour jouer, s'il part que le 30 septembre et qu'il aurait pu jouer les 2 matchs là, le contre Bastia et celui d'encore après, moi je trouve ça con de s'en priver en fait s'il y a personne. Après effectivement c'est un risque, etc. Mais si on pense à la moindre blessure, etc., je pense que si c'est une petite élongation lors du 2e match, je pense pas que ça remette en cause quoi que ce soit au niveau du transfert. Donc voilà, je trouve ça aussi un peu bizarre. Mais à contrario, je trouve très bizarre aussi que Amin Adli, qui clame un peu son amour du TFC, n'ait pas prolongé beaucoup plus tôt au TFC, et comme le dit Yves, ne se rende pas compte que le club est en Ligue 2 et que le club ne peut pas proposer plus. Donc à mon avis, il y a des petites choses dans l'entourage qui l'ont incité il a refusé la prolongation voilà. quand on ne savait pas encore si on allait monter en Ligue 1. Oui. Donc il n'y avait même pas cette question de on va rester en Ligue 2 ou non. C'était la possibilité de monter en Ligue 1, donc tu aurais pu très bien prolonger avant aussi. Et même combat pour moi pour Gianni Tantiste qui pourrait très bien prolonger. Pour tous ceux qui n'ont pas prolongé, voilà, qui veulent plusieurs jeunes à ce cas de figure. Pour le moment. Voilà, parce que c'est facile de dire je veux prolonger avec mon club, j'aime le club, c'est mon club de cœur, et de venir dire derrière que c'est la faute de la direction qui veut pas donner d'argent. Moi aussi, mon patron, c'est ma boîte de cœur, etc. Mais s'ils veulent pas me donner 5 000 € quand le voisin me les donne, mon club de cœur, il va pouvoir aller se faire voir royalement. Et c'est comme ça dans tous les métiers. C'est une loi de l'offre et de la demande, et puis c'est tout. Faut arrêter de croire qu'aujourd'hui on est encore dans le football des amoureux où tu restes dans ton club parce que t'as tes copains. C'est fini depuis des années et les mentalités ne sont absolument plus dans ce sens-là. D'autant plus que maintenant, tout le monde le sait, avec les salaires qu'il y a, c'est pas eux-mêmes qui font vivre, mais c'est toute la famille, et que toute la famille pousse derrière. Il y a quand même un gros problème pour prolonger les pitchouns, quoi. Ça c'est un problème. On a fait que Sana qui lui a conscience qu'il est en dessous des autres et qui a prolongé tout de suite sans réfléchir. Alors je suis pas certain que Sana soit en dessous de Ngoumou, de Rouault, de Diarra. C'est pas comparable, ils sont pas le même. En tout cas, en Diarra dessous de tous les Ngoumou, oui, Rouault peut-être en termes potentiels. Sana a plus joué, il me semble, que Rouault sur la saison dernière. Ah oui, non, mais c'est sûr. En tant que doublure rentrée 10 minutes à la fin. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Son poste aussi a fait que. Il avait pas de concurrence. Oui, voilà. Si tu regardes le joueur, quand même, quand tu vois le foot, que tu connais le foot, tu sens quand même qu'il y a un petit peu moins, et il le sait. Mais c'est pas grave, encore une fois. Et je pense que pour Moussa Diarra, c'est la même chose aussi. Il pourra pas non plus aller voilà. Écoutez, de toute façon, ils sont super jeunes, on sait pas, en fait. On sait pas, on peut juste dire que là, le potentiel, il est un peu moindre que les autres. C'est évident. C'est ça. Ça serait se voiler la face. Mais en tout cas, on a un réel problème pour prolonger les pitchouns. C'est sûr, ça. Est-ce que c'est ils ont tous des propositions et aucun ne les accepte. Donc voilà, après, au bout d'un moment, moi je veux bien qu'on tape en permanence sur le club au profit des joueurs. C'est très bien. Les joueurs sont plus accessibles que le club, je l'avoue. Donc c'est plus facile de faire copain-copain avec les joueurs. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, ils ont tous des prolongations. Il n'y en a pas un qui prolonge. De dire que c'est la faute du club qui ne sait pas les prolonger. Au bout d'un moment, il y a une réalité économique aussi qui existe, donc j'aimerais bien savoir, mais ça on ne pourra pas le savoir, quelles sont les propositions et quelles sont les prétentions de ces gens-là. La rubrique Mercato de toute façon alimentera les débats les prochains jours et sûrement prochaines semaines, puisque les prolongations, finalement il y en a toute l'année. On va revenir à la réalité du terrain, puisqu'on va passer au retour sur le match Pau TFC de ce week-end. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah quel pied ! Oh putain ! Ce samedi, le TFC est donc imposé à l'extérieur. Attends, juste, est-ce que tu es content que ça ait duré un quart d'heure de plus que prévu, les news
Pourquoi donc Hein? Et pourquoi donc? Mais j'en sais rien, je sais pas. C'est parti en cacahuète, je viens de regarder, 20h24, ça devait se terminer à 20h15. Alors quand on a écrit le programme, il n'y avait pas encore eu la sortie de Monsieur Comolli dans notre partenaire La Dépêche, à retrouver dans vos kiosques. C'est pas faux, donc j'ai envie de dire, monsieur le présentateur, quelle capacité d'adaptation. Je remercie. Donc Camille, tu peux rester là où tu es. On va donc revenir au match Pau TFC avec cette victoire du TFC 1-0 ce samedi pendant le multiplex au Noustecamp, c'est ça, le stade de magnifique nom, de Pau. Magnifique aussi, c'est le match qui a commencé dans les bureaux dès le début de la semaine, puisque les Indians avaient prévu un gros déplacement. On avait eu Roux au téléphone justement dans l'émission la semaine dernière. Il y a eu un problème au niveau du parkage qui a donc été limité à un peu moins de 200 places. Finalement, c'est près de 400 supporters qui ont voyagé. Ça a bloqué au niveau du club de Pau qui refusait d'augmenter la capacité du parkage, qui ne refusait aussi le prix, c'est ça, qui était proposé dans un premier temps. Ils voulaient que les places soient plus chères. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, non, le prix en parkage, ils n'ont pas d'influence. Sauf qu'ils ont tenté de limiter la taille du parkage pour vendre des places plus chères, ce qui est, entre guillemets, dans le foot business d'aujourd'hui, de bonne guerre. Ça a marché parce que je me suis fait douiller, moi. Donc, Le club a communiqué, non, qu'il voulait proposer à ceux qui avaient acheté les places à côté de... c'est Toulouse qui en prend une partie, c'est-à-dire tu as 10 € de réduction à la boutique. À la boutique, mais c'est eux qui ont endossé le truc. Moi, du coup, il y avait des histoires de 200 places qui ont forcément été remplies très très vite. Je me suis dit, bon, je pourrais pas aller dans le parkage, je prends ma place dans la tribune face pour être juste à côté. 20 € passage. Après, du coup, ils augmentent la capacité. Je dis, c'est cool, je vais me faire rembourser et tout, on va s'arranger. J'ai appelé pendant 3 jours. Il n'y a personne qui répond. Nulle part. Et j'imagine qu'il y a dû être quand même pas mal pris d'assaut vu la mobilisation qu'il y a eu aussi sur les réseaux. Hein. Et le pire, c'est qu'on arrivait sur place, ils vérifient pas les passes sanitaires, ils vérifient pas les places. Ah oui, le parkage était rempli. Ah, t'étais au bon endroit au bon moment, tu payais rien du tout, tu rentrais. Ouais. D'accord, donc c'est bon à savoir. Venez en violet la prochaine fois, vous pourrez avoir une place gratuite dans le stade. Non, mais déjà, je pense que c'est un club qui a pas l'habitude, tout simplement. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont jamais vu débarquer 400 supporters adverses. C'est un record, oui. Mais je pense vraiment que ça ne leur est jamais arrivé. Hein. Mais c'est certain, ils sont montés en Ligue 2 l'année dernière, il y avait le Covid. Et puis c'est un club qui l'a jamais forcément vécu, qui est plutôt un club de National 1 voire National 2. On va dire National 1 sur les dernières années. Ils sont absolument pas habitués à ça. Je pense qu'ils étaient un peu dépassés par la situation, tout simplement. Et le président de Pau, vous avez trouvé comment ça dépassé par la situation aussi. Oui. Le président de Pau, il a tenté le forcing pour rentrer plus de billetterie possible. Et puis à force, quand il a vu que ça se mobilisait sur les réseaux sociaux et qu'il y avait une capacité de communication qui risquait de nuire à son image, ils ont lâché. Et que le club du TFC a fait le forcing aussi pour les supporters. Oui, a priori, Comolli a fait le forcing pour aider les supporters. C'est vraiment cool. Le parkage aussi, ouais. Allez, on va passer au film du match. Donc le TFC est très entreprenant sur le début du match, puisque Dessler sert parfaitement de Yaguéré dans l'axe qui marque d'une frappe lobée, 7e minute si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a eu une première occasion avec un but refusé pour hors-jeu pour Ado qui est quasiment sur la première action du match. Si on fait le bilan niveau possession, le match est plutôt équilibré, mais les occasions sont quand même paloises. Dupé a fait le taf à plusieurs reprises, surtout en première mi-temps. Il y a eu une grosse occasion d'ailleurs d'un défenseur palois qui a failli mettre une lucarne magnifique en milieu de première période. Baptiste, un plat du pied. Voilà. Si c'est un attaquant, à mon avis, ça finit au fond. C'est à peu près une des dernières actions du match au final, puisque il n'est pas forcément un grand match. Hein. Le coach palois trouvait que son équipe méritait mieux. À noter quand même la blessure d'Isiaga Silla, remplacé par Rapnoe, il est la 27e. Pas forcément un grand match, mais c'est la première victoire à l'extérieur de la saison. Ça met fin à la série d'invincibilité de Pau à domicile, qui était à 7 victoires et un nul sur les 8 dernières rencontres au Noustecamp. Depuis qu'ils sont au Noustecamp. Alors, première victoire à l'extérieur de la saison, on a perdu à Nancy. J'avais pas suivi. Qu'est-ce que je viens de dire comme bêtise, moi? Oui, non, excusez-moi. Deuxième victoire à l'extérieur de la saison, pardon, oui, effectivement. On va pas nous oublier Nancy, le 4-0. c'est pas encore Toulouse. Ouais, pas tous les jours. Il n'a pas considéré Nancy comme une équipe encore prête pour la Ligue 2. C'est pour ça, quand il les a vu jouer, c'est pour ça. On peut pas t'en vouloir, effectivement. C'est bon. On embrasse les Nancéens qui sont paumés, qui nous écoutent. Pas du tout. Le 3-4-3, la composition avec Diarra, Gabriel Sanorouo, Silla, Van de Boomen de Yaguéré Dessler et Ile Ado Ngoumou en pointe. Sur le trio d'attaquants, pardon. Antis a remplacé Ilya 69e niveau changement et Spearing a remplacé Ngoumou 86e. Donc on a eu que 2 changements tactiques et un changement pour blessure. Avant de vous donner votre avis sur le match, je voudrais avoir un petit peu ton ressenti du coup, Mike, depuis le stade. Ce que ça donnait, l'ambiance qu'il y avait. Est-ce que tu as quand même vécu un bon moment malgré la piètre qualité du spectacle, puisque même
C'est ce qu'a dit Montagnier. Il faut dédier cette victoire aux supporters qui ont été bien meilleurs que nous. Ah ouais, c'est clair. Bah après, il faut louer aussi le travail des groupes de supporters, surtout les Indians, parce que les Visca, ils ont pas trop joué le jeu, je trouve, pour changer. Et après, non, il y avait vachement d'ambiance, franchement, c'était vraiment cool. Bon après, je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes d'ambiance et tout, mais franchement, il y avait du monde et tout, c'était cool. C'était vraiment chouette et heureusement qu'il y avait ça, parce que ouais, c'était une bouillie infâme. Enfin, par le but, c'était nul, quoi. Enfin, en tout cas, à la télé, on n'entendait que nous. Ouais, c'est ce que m'a dit quelqu'un sur Twitter. Bah, c'est cool parce que nous, en fait, on s'amusait, on calculait pas trop. Et non, franchement, c'était vraiment cool. Du coup, Thomas, tant que tu as la parole, tu as pensé quoi, toi, de ce match ? Faut se satisfaire de cette victoire coûte que coûte, ou il y a quand même beaucoup de choses à revoir ? On avait super bien débuté. Jusqu'à la 10e minute, c'était pas mal. Les transitions, elles étaient super intéressantes. Après, j'ai trouvé qu'on s'est fait bouffer surtout au milieu. D'ailleurs, j'ai trouvé ça étrange que ce soit De Jagereux qui ait été élu homme du match, sachant que j'ai trouvé vraiment Vandenbomen et Brecht vraiment inexistants dans le jeu. On va se satisfaire des 3 points, c'est ça de prix, on est 2e, donc c'est cool. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Montagnier a voulu faire pareil que contre Nancy, c'est-à-dire balancer. Ça a marché contre Nancy, ils sont pas prêts. Pau, c'est plus compact. J'ai pas trouvé ça très 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 futile, donc le 3-4-3 c'est quand même un bon dispositif, à condition que ce soit bien travaillé et qu'il y ait des phases intéressantes. Ouais, je pense qu'il y a quand même 2 mi-temps un petit peu différentes. C'est-à-dire que la première, effectivement, on attaque correctement. Moi, je me suis dit, c'est reparti, on va jouer correctement, comme sur les 2 premiers matchs où c'était plutôt agréable à avoir joué. C'est ce que je me suis dit, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, on a vite vu qu'on allait subir. En première mi-temps, on a subi, je pense que honnêtement, le 1 partout à la mi-temps, il aurait vraiment pas été volé. Pour les Palois, ils ont les occasions, ils ont le ballon, ils ont tout ce qu'il faut, ils créent des décalages. La blessure de Silla, il y avait un sacré décalage. Voilà, aussi, hein. Exactement. Il y avait peut-être un petit peu plus d'envie. La blessure de Silla en rajoute un petit peu plus. Ou Rapnoul, le temps qu'il rentre dans le match, etc. Il fait le job, mais on sent que c'est pas ça. Par contre, la deuxième mi-temps, côté Palois, ils ont essayé encore un petit peu, mais c'était beaucoup plus poussif. Et je nous ai senti. Alors, je pense qu'on a resserré aussi dans le vestiaire. Hein. Je pense qu'il y a eu de ça aussi. Et on a un petit peu moins souffert quand même. À mes yeux, en tout cas, en seconde mi-temps. Mais dans tous les cas, c'était franchement très 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 dur à suivre. En plus, moi j'ai suivi ça sur un téléphone, laisse tomber, c'était assez compliqué. Mais bon, on a été jusqu'au bout, on a regardé ça et puis on ramène 3 points. Et encore une fois, c'est dégueulasse, ok. Mais moi qui aime bien pourtant quand ça joue bien. Écoutez, le début de saison, pour moi, c'est pas l'équipe qui jouera toute la saison. Elle ressemble pas du tout à l'équipe qui jouera tout au long de la saison. 3 n'a pas fait que des matchs excellents. Hein. Oui, exactement. Mais on a 7 points. C'est un match de reprise et tout le monde s'est écroulé physiquement sur la fin. Après, on est dans la droite lignée du match de Nancy. La seule différence avec le match de Nancy, c'est que Pau est largement au-dessus de Nancy. Mais c'est exactement le même match dans le contenu. On est encore sur du travail physique. On sent que c'est pas encore au point dans les relations entre joueurs, dans les transitions. Il y a beaucoup de déchets. Et Pau, c'est costaud. Pau, ils vont encore se battre pour se maintenir, mais ils ne devraient pas être plus en danger que ça s'ils continuent à livrer des prestations de ce niveau-là, au niveau de la solidarité. C'est sûr qu'ils sont plus sérieux que Nancy, en tout cas, dans ce qu'ils essayent d'entreprendre pour se maintenir. Puis après, pour nous, ce genre de match, généralement, on est un peu habitué à un nul ou une défaite, quoi. Ce genre de match un peu purge... un peu relou, on est plus habitué à ça, donc là on prend quoi. Enfin, moi avec fin du match j'ai même pas râlé quoi. Mais c'est ça, avec l'équipe qui est sur le terrain, tu te dis putain ça passe, on a gagné 1-0, on a 7 points, oh putain on est bien. On a un peu de quoi voir venir et ça s'annonce correctement pour la suite quoi. Puis la communion aussi en fin de match, j'en ai pas parlé, c'était vraiment cool avec Antis qui faisait beaucoup d'images comme ça, on a vu beaucoup d'images tournées. C'était vraiment chouette, mais du coup il y a un peu un décalage, Antis qui a l'air vraiment attaché au club et fait qu'il prolonge pas, t'as un peu d'aigreur quand même, tu te mets... Et qui fait la gueule dans le vestiaire aussi. Oui. Ouais, ce qu'on avait a fait une bonne entrée. Sur les vidéos de fin de match, on le voit souvent de tête baissée et puis après il se lève et il fait le cri de guerre, il est quand même à fond. C'est très bizarre. Ouais, je pense qu'il y a un blocage. Bon après c'est un autre sujet, Antiste, on pourra en parler, mais après il y a j'ai trouvé en plus qu'il avait fait une bonne entrée. Ça pour le coup ce rôle de joker qu'il avait un peu l'année dernière. Un peu moins sur la fin, mais je pense qu'il y a des motifs de satisfaction de son côté. Je sais pas s'il les a vus, mais en tout cas, je vois pas pourquoi.
arrête de râler quoi. C'est bon, du positif aussi. En parlant du coaching justement, 2 changements seulement sur ce match, si on ne compte pas la blessure de Silla, ça vous a étonné On pouvait reprocher des fois à Garand de ne pas faire assez tourner ou quoi. Est-ce que là, ça vous paraît cohérent vu le scénario du match de ne pas faire de changements supplémentaires? C'est surtout cohérent vis-à-vis de l'effectif. Oui, simplement. Après, tu mènes 2 ou 3-0, tu peux t'autoriser de faire rentrer plus de jeunes et de prendre des risques. À 1-0 où tu n'arrives pas à dominer Pau et à tenir le ballon, et où même c'est toi qui es en difficulté, tant que ça marche et que les mecs sont pas au bout du rouleau à plus pouvoir courir, tu changes absolument rien pour pas prendre de risques. C'est pas plus choquant que ça. Après physiquement ils sont fatigués, hein. Je sais pas côté prépa physique où ils en sont, mais tu vois Ngoumou il a quelques fulgurances pendant 10 minutes et après tu le vois plus quoi. C'est dommage, mais bon. Mais il manque de rythme. Lui, il va falloir qu'il bosse ça. Il va falloir qu'il bosse pas mal ça. Après, sur le banc, tu n'avais pas forcément autre chose à faire rentrer. C'était clair qu'au bout de 60-70 minutes, il fallait défendre. Et puis, même la sortie de Ricili qui fait la gueule, c'est un choix complètement tactique. C'est-à-dire de faire entrer Antis qui prend un peu plus la profondeur, qui a un peu plus de vitesse, pour en gros jouer complètement les contres. Quoi. Voilà, Ricili, on commence à le connaître. Hein, quand tu le sens en 70 minutes, il a rien proposé tout le match. Bon. C'est déjà arrivé qu'il arrive sur la fin aussi, mais... D'ailleurs, ça m'a un peu étonné sa sortie quand il n'a pas checké le coach et le joueur. En plus, il est sorti 10 mètres à côté, donc je n'ai pas compris. Mais il aime sa mentalité anglaise. Oui, ça doit être ça, ouais. J'espère que c'est de la rage sur le moment et que ça lui passe après. Voilà, il faut espérer que ça soit ça. Voilà, après, ça règle sinon ce genre de problème. Après, il est très râleur, c'est pas la première fois, donc... moi j'aime bien. C'est un neuf, il est égoïste, il veut jouer, il veut marquer. S'il marque pas, il est pas content. Il n'y a rien de choquant. C'est profil, dans la veine de tous les grands neufs et de tous les mecs qui sont censés être décisifs. Après, voilà. La grosse différence, je trouve, c'est là où c'était ultra flagrant. Parce que son but qu'il avait marqué contre Nancy, là, où il est juste à côté d'Antiste. Et en fait, Antiste aurait pu très bien le marquer. Mais sauf qu'il arrivait comme une brute pour marquer. C'était la détermination, tu vois l'écart entre les deux. Je pense qu'Antiste, il devrait bien en prendre de la graine, quoi. Si t'as faim, mon vieux, vas-y, quoi. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, juste Bangré, Skita, les faire entrer dans un match comme ça pour défendre, ça sert à rien du tout. C'est pas leur rendre service, clairement. Ça sert à rien du tout. La question, c'était quand Spearings allait rentrer, mais on savait qu'il allait rentrer. Et il est presque rentré un peu tard. Par rapport à. On savait qu'il allait rentrer depuis un moment. Il rentre souvent tard maintenant. Ouais. Il a pas l'air ultra fan de Spearings quand même. Non. Trouve sa place dans le système aussi, tout simplement. Peut-être que c'est un joueur qui n'a pas encore sa place dans le système ou qui n'a pas encore trouvé comment le faire jouer avec qui jouer. Ou tout simplement qui n'est pas encore prêt physiquement. On ne sait pas où ils en sont de leur préparation physique. Voilà, il a peut-être besoin d'un peu plus de rythme pour reprendre que les autres. Puis bon, t'as 2 milieux, t'as le capitaine de Jagereux. Et puis t'as Van Den Boomen qui fait un super début de saison. Oui, c'est compliqué à sortir. C'est compliqué. J'ai vu qu'on allait peut-être repasser en 4-3-3 contre Bastia, donc il va. Je sais pas, j'ai vu l'info, mais surtout qu'on n'a pas le choix. On en discutera dans la preview. Juste après, oui. Juste bouffe pas la preview. Juste avant, pas de spoiler. Juste avant de faire les tops et les flops très rapidement, la performance de Rapnouille qui risque de rejouer si jamais s'il est blessé. Vous avez pensé quoi, sa première en Ligue 2 au final? Il rentre en début de match, 27e. C'est l'edge. C'est trop léger. Il peut courir. Physiquement, on l'a vu, et c'est notamment ce qui est dit assez souvent, c'est que physiquement, c'est un des meilleurs du club, et c'est un mec qui est capable de courir. Mais après, il n'y a pas d'impact. Pour mettre le pied, etc., il est encore un peu tendre. Alors bon, il a tenté 2-3 centres, ses centres n'étaient pas si mauvais que ça. Voilà, ça partait pas non plus derrière le but. Mais effectivement, je pense qu'il a besoin d'acquérir encore de l'expérience. L'année dernière, il n'a pas du tout joué avec la 2. Il aurait besoin de matchs, je pense, de National 3 pour s'endurcir un petit peu et puis après revenir. Et puis on verra les qualités qu'il aura. Il faut une dizaine de minutes par match de temps en temps pour prendre de la confiance. Et puis, mais là, il est rentré trop tôt, quoi, en fait. Bon, c'est bien pour lui, c'est une bonne opportunité. Mais pour le coup, il n'a rien montré, quoi. Il a besoin de prendre du rythme. Il rentre, il n'est pas prêt. Et puis, on ne va pas non plus enlever aux autres que tout le monde fait un mauvais match, donc c'est compliqué. Il y en a 2 qui font un bon match. Le premier, homme du match. C'est compliqué de sortir. C'est juste pour son but qu'il est homme du match. C'est compliqué de sortir un jeune comme ça, de rentrer alors que t'es pas prévu pour rentrer, qu'il faut rentrer immédiatement dedans sans être forcément échauffé puisque c'est sur une blessure, et que en prime autour de toi, on est mauvais. Il faut le dire. Il faut pas avoir peur de mettre des mots sur les mots.
Ouais, des tops, des flops en plus, peut-être. C'est ce qu'on a. J'allais dire, franchement, à part. Honnêtement, il y a Dessler qui ressort, mais comme depuis le début, c'est-à-dire qu'il court. C'est complètement différent de Moreira qui était un peu barré, qui tentait des choses, qui faisait des conneries. Lui, Dessler, il y a plat de fortitude, c'est carré. C'est carré. Ça fait très exceptionnel, c'est carré. Expérimenté. J'ai l'impression qu'il le fait s'il peut le faire. Il n'a pas ce côté foufou de Moreira, effectivement. Pourtant, ils ont presque le même âge. Ouais, mais ils n'ont pas du tout le même profil. C'est vraiment un profil de latéral défensif et pas de piston. C'est un profil de latéral dans une défense à 4. C'est pas voilà. Mais qui peut jouer à 5 parce qu'il a un gros volume, qui centre correctement. Par contre, après, le seul top sur ce match, c'est les supporters. Après, il n'y a rien à retirer de l'équipe. Et les flops, il n'y a pas réellement de flop non plus parce qu'on est moyennasse, mais il n'y a personne qui fait un match catastrophique. On va dire que tu as du moyen plus et tu as du moyen moins, mais tu vas pas au-dessus. Tu as Rowe, Dessler, Dupé qui sont dans le moyen plus, voilà. Dans le moyen, tu as les Gabrielsen, et dans le moyen moins, tu as le milieu de terrain. Moi, je l'aime beaucoup, vous le savez, de Jagereux, mais même contre Nancy, c'est un fantôme. Alors, je sais pas si le système c'est un système qui correspond absolument pas. On avait l'habitude quand même de le voir un petit peu plus haut sur le terrain et plus proche de la surface. Il a quand même provoqué un petit peu plus l'année dernière. Là, dans ce système-là, il est bas, il est très bas. Voilà, alors Van den Boomen ça lui va très bien, et par contre je doute que De Jagereux, cette position, ça lui aille très bien, donc voilà, on verra. Je sais pas si le Capitana lui sert beaucoup. Je pense que ça joue pas. Je pense que vraiment son position sur le terrain, c'est un joueur qui est habitué à jouer plus haut, qui provoque, on le voit. Et à 3. Voilà, ou à 3 où il peut se projeter, être proche de la surface pour provoquer des choses, créer des décalages. Là, on le voit, la différence entre les transversales de Jagereux et de Van den Boomen, c'est pas du tout la même chose. De Jagereux, en étant bas, orienter le jeu, envoyer des grandes transversales de 30 ou 40 mètres, c'est pas forcément ce qu'il affectionne le plus. Lui, il y a un peu plus de jeu sur des combinaisons, du jeu au sol, etc. Les retours défensifs, ça dure. Et puis on est sur la même chose que la saison dernière. Ils ont du mal à rentrer dans leur saison. Il faut créer des automatismes. Voilà, c'est tout. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour ce match. C'était donc deuxième victoire à l'extérieur de la saison pour le TFC, qui est donc actuellement deuxième de Ligue 2. Donc seul le PFC fait mieux avec 3/3. Et il ne reste que le Paris FC, Toulouse, Nîmes et Auxerre encore invaincus sur 3 matchs, sachant que Quevilly et Bastia ont des matchs en moins. On va revenir on va présenter le match entre Toulouse et Bastia ce samedi à 15h, premier match à 15h sur Bein 1 au Stadium. Il reste des places, comme j'ai écrit sur ma feuille, ça fait rire pas mal de monde apparemment, vu que... Est-ce que vous avez vu la communication aussi? Il n'y a qu'une seule île, c'est l'île du Ramier. Vous l'avez vu ça? J'ai trouvé ça un peu con quand même. Bon bref, passons à autre chose. On va passer surtout au jingle juste avant. Samedi pour les chipots. Voilà, tu pourras pas y couper Mehdi, tu l'auras toujours, surtout quand je serai là, tu l'auras toujours celui-là. Je l'avais zappé celui-là. Alors pour faire un point, Bastia a pas mal de petits soucis. Ils ont commencé par un nul contre Nîmes, c'est plutôt de bonne augure, mais c'est une équipe touchée par le Covid, au moins 13 cas, report du match contre Quevilly au 18 août et report du match contre Nancy demain mercredi. Donc ils pourront peut-être remonter au classement, surtout que Nancy est un beau sparring partner en début de saison. Ça va surtout nous donner des infos pour le match de samedi, de les voir affronter un adversaire qu'on a affronté. Ouais, ça c'est vrai. Donc on en parlait justement il y a quelques minutes avec Thomas, possibilité d'un 4-3-3. D'après lesvolets.com, le 4-3-3 a été utilisé en entraînement ce mardi. Bien sûr, tout simplement la question que Camille poserait, car je n'ai aucune originalité. Quel compo pour ce match samedi? Est-ce que vous voyez des changements, déjà ce changement tactique, est-ce que vous le voyez? Vu qu'il n'y a pas Silla et que Rapnouille n'offre pas toutes les garanties. Je sais ce que tu vas dire. On risque de repartir comme ça, en faire un 4-3-3. Tu mets qui à gauche et voilà. Et le souci pour moi, c'est que est-ce que Moussa Diarra, latéral gauche, offre tant de garanties que ça, en sachant que pour l'instant, il a été plutôt bon, en tout cas à 3 dans l'axe. Mais est-ce que latéral gauche, ça le fera ou pas? Ouais, parce que c'est pas une feinte. Est-ce qu'ils vont pas être à 3 en phase offensif, tu vois? Peut-être, mais bon, si t'as Dessler à droite, c'est pas non plus un ailier. Mais en même temps, moi, Diarra, je suis le premier à le shooter, mais pour le coup, là, côté de Rapnouille, il n'y a pas photo. Hein. Oui, il fait le taf, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucune photo. Thomas, je vais réagir. Moi, j'aime bien le 3-4-3, mais à condition qu'il soit utilisé comme contre Ajaccio. La première mi-temps, elle était super intéressante. Après, ça a basculé en 4-4-2. Mais moi, j'avais bien aimé le 3-4-3 contre Ajaccio. Bon, on ne pourra pas refaire pareil que contre Nancy, parce que ça ne repassera pas une deuxième fois. Si. Bon, allez. Bon, allez, ok, bon, ça repassera une deuxième fois, mais non, moi j'aime bien le 3-4-3, et puis Montagnier, ça a l'air quand même d'être un meilleur tacticien que Garand, quoi.
Ouh, là tu viens de lancer un pavé dans la mare apparemment. Je pense qu'on en parlera. Pour l'instant, c'est un peu. On verra, ouais, on en parlera dans l'année. Parce que les ballons à la Duprat devant là, ça me plaît pas. Mais ça lui ressemble pas pourtant. Et c'est assez bizarre qu'on joue de. Après, c'est peut-être parce que il fait avec les joueurs qu'il a, leur capacité actuelle. Ah, ça c'est possible aussi. La sagesse à parler. Mais effectivement, le 4-3-3 avec le retour des Bataves là au milieu, le 4-3-3 avec quoi comme on l'a dit, des Bataves. Des Hollandais. Le retour des Bataves. Non, pas des Bataves. Non, ça y est, le match est lancé, hein. Mehdi, il est chaud. Non, mais ouais, le retour des Bataves au milieu, le trio qu'on a vu l'année dernière. Effectivement, ça peut être pas mal. Par contre, une incertitude devant, c'est-à-dire que dans ce système-là, en 4-3-3, Ado sur un côté, vu qu'il n'est pas encore totalement prêt à jouer, ça dépend parce que du coup, s'il y en a 3 au milieu, il est plus, oui, il est plus De Jaguerre va plus se projeter, lui, il aura un petit peu plus de soutien. Ouais. Ça dépend. Ouais, j'ai quand même du mal à le. En tout cas, je veux pas Antis sur la gauche si possible. Parce que c'est pas possible. Antis Tellier, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un joueur d'axe. Malheureusement, il a pas sa place avec Risselli, qui pour l'instant qui est quand même meilleur que lui. Il y a pas photo. Et c'est pour ça qu'il est décalé à gauche. Mais ça arrive très souvent. Avec des joueurs de grande qualité qui arrivent très jeunes, on les décale sur un côté parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en place. Ça arrive très souvent. Donc quelque part. Bon, et quand tu joues sur un côté, ça lui apprend le métier, quoi. Mais bon, après, sportivement, c'est sûr que c'est pas la folie. Pourquoi pas voir, j'en sais rien, j'y crois pas en disant ça, mais Nathan Skita ou Bangré, mais à mon avis, s'ils ont pas joué. À domicile en plus, ça peut être un bon moment de les lancer, non ? S'ils ont pas joué sur les 3 premiers matchs, c'est que Montagnier considère pour l'instant qu'ils sont trop légers. Voilà, c'est le sentiment en tout cas que j'ai. Ou que le système n'est pas fait pour eux. Oui, il y a ça aussi. S'ils changent en 4-3-3, ils ont leur place. Ouais. Pourquoi pas essayer Nathan Skita ou Bangré, quoi. D'autres réactions Pour moi, ma réaction, elle est toujours la même sur ces questions-là. Moi, je fais confiance à l'entraîneur. Il voit ses joueurs à l'entraînement, il sait ce qu'il fait, il fait jouer les meilleurs et il les met dans ce qui lui semble être la meilleure disposition tactique. Après, voilà, on est mardi, de là à prévoir ce qui va se passer samedi, j'en ai absolument aucune idée, on verra bien. Après, on a quelques certitudes, on sait qu'il y a des joueurs qui sont indéboulonnables et qui tiennent la baraque. Moi, Diarra à gauche, si on lui demande juste de défendre et de faire ce qu'il fait très bien dans le A3 derrière, voilà, le plan c'est qu'on aura un système qui sera plus défensif, plus défensif. Derrière, ça se projettera pas du tout et on va demander énormément à Van den Boomen et De Jagereux de se projeter, ce qu'ils ont fait très bien la saison dernière, avec Ado et Ilé qui sont capables de se placer en point d'ancrage dans la surface les deux et de permuter et de prendre le côté aussi un peu. Ça peut donner quelque chose de plutôt intéressant et je vois plus ça en 4-3-1-2 qu'en 4-3-3 réel parce que je pense que ce serait mieux d'avoir Ado et il est devant avec Ngoumou plus en 10 derrière, qui est un poste qui lui correspond un peu plus que sur K4 ailier, avec plus Van den Boomen et De Jagereux qui vont venir provoquer pour se projeter. Alors moi je le vois pas du tout ce profil-là, Ngoumou. Pour moi c'est un joueur qui va très vite, qui joue sur un côté. Si on joue comme tu le dis, et c'est possible, et moi ça peut me convenir, je vois plus justement Skita ou Bangré intégrer le milieu de terrain, qui sont un peu plus des joueurs de ballon pour jouer dans l'axe, alimenter les attaquants. Ngoumou, ça ressemble quand même à un ailier qui va pas coller la ligne, mais qui va aller prendre la profondeur, qui va pousser le ballon, courir, on le voit, il a des fulgurances de temps en temps, et moins un créateur, un mec qui va venir combiner au milieu de terrain quand même. Allez, juste avant de passer au prono, Yves, Mike, ce sera la première permanence de la Dist, c'est ça, au Stadium ? Ouais, tout à fait. Je vais faire la première permanence de la Dist au Stadium, donc à partir de 13h jusqu'à 14h30, on va dire, ou même pas jusqu'à 14h sur le parking, au niveau du parking supporter, et de 14 à 15 en face de la porte 7, comme habituellement quand il y a du public au Stadium. Donc si vous voulez avoir des infos, venir discuter ou reprendre une adhésion, on sera dispo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Yves avant le match. On va passer au prono, on va commencer avec toi, Mike. Il n'y a pas de classement, hein, donc il n'y a pas de pression. En général, on est tous bons à ce moment-là. Je vois bien un petit 2-1 pour Toulouse. T'as des buteurs ? Il est le premier but de Ado. Oula. Thomas. Moi, je voyais 3-1
On prend un but de Taoui, c'est sûr. Ah oui. S'il est rétabli, du coup. Enfin, je sais pas s'il a été touché, mais. Est-ce qu'il fait partie de cela? On est Toulouse, donc bon, on sait jamais. S'il a été touché, ce serait étonnant qu'il joue. Oui. Du coup, but de Ilé, Spearings s'il joue. Et premier but d'Ado aussi. J'y pensais ce matin et je me suis dit pourquoi pas. Mathis, t'as un prono? Là, je te prends vraiment de cours, hein, je le sens. Hein. Là, ça s'appelle la question piège. Alors, moi, je pense déjà que les chipots seront bonnes. Je pense que. Non, en vrai, allez, ils ont gagné 2 fois, pourquoi pas, on dit jamais 203. Allez, mais moi, je dis totalement au hasard parce que je m'y connais pas du tout. 3-2. Bon, je te demande pas les buteurs? Si, les buteurs. Ouais, il y a toi en première mi-temps, Camille. Ah, pardon. Non, je connais pas du tout les joueurs. Allez, on va dire triplé de Adli vu que tu as bien suivi l'émission. Yves? Moi, je vois Bastia un peu comme nous en retour de Covid être complètement hors de forme. Donc, je vais dire 3-0 avec un match un peu à la Nancy où ce sera pas forcément bon. Mais en face, ce sera tellement en difficulté que voilà. Donc, on va dire De Jager, Gabrielsen et Ilé. Mehdi? Oui, c'est mon prénom. Tes pronoms? 1-0, penalty de Spearings. Eh ben d'accord. Parce que vu la forme qu'on a, on va continuer dans les matchs dégueulasses, mais on va continuer à prendre des points et on jouera mieux un peu plus tard. Ok, écoute, moi je vais dire allez, 2-0, un contre son camp et un but de Diarra, tiens. Oula! Pourquoi pas, c'est une bonne cote. Écoute, tes matchs à mon avis, là, tu peux viser le centre, tu sais, où il le prend un peu extérieur, il le rate en fait son centre et ça finit dans les buts. Plus de chance que Dupé marque, je crois. Si vous voulez, je remets la frappe de loin de vainqueur, ou de Makengo, si vous voulez. Il y aura autant de chance. Ah, mais des centres comme ça, ouais, un centre raté qui finit au fond. Ça, c'est bon ça. Allez, on va bouleverser le programme puisque le débat n'aura pas le temps. On va passer directement à l'interview supporter avec toi, Mehdi, juste avant jingle. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Ah, c'est à moi, ça y est, c'est parti, ton moment, c'est à moi. Oui, non, mais je suis pas habitué, même si tu m'as présenté à moi comme si ça allait être moi l'interview supporter. Mehdi Guillonneau, depuis quand supportez-vous le TFC? Depuis 1910. Comment va Benjamin Somme? Ah, Benjamin Somme va. Je sais pas, il faudrait que je prenne des nouvelles d'ailleurs. Il faudrait que je prenne des nouvelles de mon idole. Bref. Allez, c'est loin de Thomas maintenant. C'est parti pour Thomas qui est avec nous. Donc, déjà pour commencer, quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Depuis combien de temps tu supportes le club? Depuis mes 7 ans, donc ça doit faire à peu près 13 ans, je pense. J'étais trop jeune avant pour suivre le foot, donc je comprenais pas grand chose, mais à 7 ans je m'y suis vraiment mis. Donc, voilà. Comment c'est arrivé justement? Comment t'es devenu supporter? Franchement, j'en ai aucune idée. Chez moi, c'est plus rugby, donc je saurais pas dire, mais je suis tombé dedans et c'est tout ce qu'il faut savoir. Tu jouais pas au foot du tout? Si, j'ai fait du foot. Ouais, donc t'as été au stade peut-être? À Toulouse. Ouais. Et c'est peut-être ça qui t'a donné envie, ça a été ça? Mon premier match c'était en 2010, c'était contre Lille, on a perdu 2-0. Bon, c'était pas un bon match, mais non, j'ai commencé à 7 ans, je sais pas pourquoi, parce que peut-être que mes potes regardaient le foot, du coup je m'y suis mis, mais quand ils supportaient le Real, moi je supportais Toulouse. Franchement, c'est pas mal du tout, parce que mais franchement, ça change justement des gamins maintenant, c'est tous le PSG, le Real, le Barça, etc. Franchement, courageux, bien joué. Donc, premier match, t'es fait Lille. Ouais. Et quel est ton meilleur souvenir du coup? En vrai, il y en a deux. Déjà, je vais pas être original, mais c'est Angers-Toulouse. Et j'ai bien aimé la fête aussi pour les 80 ans. Il y avait beaucoup de Marseillais dans le stade, mais bon, franchement, c'était sympa, voir le 11 de légende et tout. Franchement, c'était pas mal du tout, ça aussi. Ouais, par contre, tu as dit premier match 2010. Entre 2010 et 2016, franchement, tu as dû trouver le temps long au stadium pour tes premiers matchs. Ah, mais j'en ai vu d'autres. Mais en fait, cette période-là, le peu de fois où j'y allais, parce que j'étais petit, mon père il aimait le rugby, on perdait tout le temps. Donc, là, je me rappelle d'un Toulouse-Ajaccio, on avait pris 2-0 aussi. C'était la première de Rodriguez, je crois il s'appelait. On avait été nuls aussi. Donc, Rodriguez? Ouais. Kevin. Oh putain, oui, pardon, le latéral gauche qui joue à la Sociedad, le portugais, international portugais, je sais pas quoi. Le Zinedine Machache de l'époque. Ouais. C'est pas faux. Ouais, non, mais il y avait son frère aussi à l'époque, ils étaient deux, il y avait Fabien aussi. Ouais, qui devait tout casser derrière. Et il a tout cassé, hein.
Sa carrière, ouais. Kevin Rodriguez a fait sa carrière. Le frère un petit peu moins. C'est ton pire souvenir du coup? La dernière saison en Ligue 1, j'ai lâché à la moitié de la saison, j'en pouvais plus. Tu nous disais tout à l'heure, t'allais même plus au stade? Non, tu suivais je les résultats de je regardais les résultats sur internet, mais je voulais pas m'infliger ça, c'était trop. Et du coup là tu y es revenu, on en parlait juste avant, c'est pas forcément une question, mais dès qu'il y a eu la nouvelle direction. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné justement? Je me suis dit ça va être renouveau, je pense que on peut pas vivre pire que ce qui s'est passé, donc puis j'ai toujours j'ai toujours suivi le club aussi, donc j'allais pas m'en détacher aussi facilement. Pour l'instant, ça te donne toujours envie? Oui, toujours. Ouais, t'es reparti là-dessus. Oui. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Il y en a deux. Alors, j'étais très attaché à Congré. Il m'a pas forcément fait rêver, mais j'aimais bien son état d'esprit. Et Trejo, parce que c'est les joueurs que j'aime, c'est technique, joueur sud-américain, quoi. Donc, si je te dis un joueur qui tu pourrais te définir, Trejo, ouais. Plus que Congré? Dans la mentalité, je pense Congré quand même. Mais Trejo, c'était quelqu'un, et je pense qu'il aurait pu avoir une bien meilleure carrière s'il était beaucoup plus régulier. Même s'il l'a fini très correctement. Oui. Pour ceux qui suivent en Espagne, où justement on a l'impression qu'il se révèle un peu plus sur le tard là maintenant, après 30 ans. Il est monté là. Exactement, avec le Rayo Vallecano, il joue un petit peu plus. Je crois qu'il a mis même un début de la montée, etc. Et puis même il est titulaire en Liga dans une équipe correcte. Donc voilà. Merci Mehdi. C'est tout pour moi, Vincent. Merci aussi à toi Thomas. Merci à vous. Allez, l'émission touche à sa fin, donc vous pouvez retrouver cette émission et les autres en podcast sur... Allez, vas-y. L'émission était presque parfaite, il s'est trompé de jingle, donc vous pouvez retrouver cette émission, les autres, et surtout vous ne retrouverez pas Mathis sur Spotify, sur le YouTube, sur notre site internet lafeuilledematch.com. On remercie donc un petit coucou aux Violets, un coucou aux absents de la feuille de match, que ce soit Camille, Oxens, Nathan aussi, j'allais l'oublier, il est parti en recrutement à Séville actuellement. J'ai peur qu'il passe sur l'After Séville, il parle tellement bien espagnol, Nathan. On remercie, je te remercie à toi aussi Mehdi, merci à Ladiste, Mike et Yves, donc on peut vous retrouver sur Twitter, sur Facebook, Ladiste, et surtout et enfin, Porte 7 au Stadium ce samedi. Merci, je sais pas, je te remercie. On te retrouve sur GMT, Mathis, avec la guerre des écrans. Une erreur en 3 émissions, écoute. Ouais, mais ici on est intraitable. Merci. Tu dis ça et c'est Camille l'animateur, donc je sais pas si t'es crédible là. Quelle erreur. T'as encore de la marge, Mathis. Merci à toi Thomas d'avoir participé. Donc on te retrouve sur Twitter, Morax31 et allez les Pitchouns sur Twitter. Merci à tous, bonne soirée, bon match samedi et on se retrouve mardi prochain 20h sur Radio Occitania. Ciao ciao.